Allez, on va démarrer, les autres nous rejoindront. Alors, bienvenue à tous, merci de vous être connectés à ce troisième webinaire. Alors, les petits rappels pour ceux qui débuteraient les webinaires sur cette session-là. Donc, les micros sont désactivés. Donc, vous pourrez prendre la parole à la fin de la réunion en levant la main, on vous autorisera les micros. Entre-temps, vous pouvez poser vos questions dans la conversation. On les parcourra aussi en fin de webinaire. Et pour rappel, le webinaire est enregistré. On vous transfère ensuite le lien du replay et également les documents de ressources dont je vais vous parler. Pour rappel, ce webinaire fait partie d'une série de 5 webinaires, pardon. C'est le troisième. Il y a déjà eu un webinaire sur l'organisation interne, sur comment améliorer son taux de qualification en améliorant son organisation. Un webinaire sur l'amélioration de la saisie et de la validation des identités, puisqu'il y a eu pas mal de nouveautés dans la version 2 du RNIV, donc on a partagé tout ça. Et donc ce webinaire sera sur la gestion des discordances. Donc le dernier webinaire, l'idée c'était de saisir au mieux son identité pour maximiser le retour du téléservice. Et là, on va voir que voilà, des fois ça suffit pas, qu'il y a des petites astuces qu'on peut utiliser et surtout savoir dans quel cas on peut accepter des écarts ou dans quel cas c'est complètement interdit. Et il restera encore deux webinaires sur ce sujet-là. Alors, pour démarrer, déjà, je vous rappelle l'appel au téléservice. On a deux méthodes d'appel au téléservice. On a la méthode en appelant via la carte vitale. Donc, on sélectionne le patient, on fait appel au téléservice et voilà, le téléservice renvoie l'identité l'INS du patient. On a la deuxième méthode qui est la méthode la plus fréquemment utilisée, c'est au moment de la saisie des traits. On demande à faire un appel au téléservice et du coup on passe les traits de ce patient-là et on a aussi un retour du téléservice. Quelle que soit la méthode, on peut avoir trois types de retours. Un retour OK, donc une seule identité retrouvée, le code 00, qui est celle qu'on avait vue la dernière fois, qui est celle qui ça se passe plutôt bien. Et on peut avoir deux autres cas, soit plusieurs identités retrouvées, soit aucune identité retrouvée. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est le code 00 quand il y a des écarts, et les codes 1 et 2, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Alors déjà, il faut comprendre pourquoi on peut avoir ce qu'on appelle des discordances entre la carte d'identité et le retour du téléservice. En fait, tout bêtement, le téléservice, il va faire appel à des bases de données qui sont soit le RFI, soit le SNGI. On verra un peu plus tard un peu plus de détails sur ces bases et sur comment elles interagissent. Il faut savoir que le RFI, il est alimenté par l'INSEE pour les personnes qui sont nées en France métropolitaine ou dans la majorité des DROM. Mais dans cette base-là, le RFI, on ne va pas avoir les assurés de certains régimes, par exemple ceux de la MGEN ou les agriculteurs qui sont à la MSA. Dans la SNGI, on va avoir les usagers qui sont nés à l'étranger, qui travaillent en France, qui cotisent à l'assurance maladie et donc qui ont un matricule INS, ou les usagers qui sont nés dans certaines collectivités d'outre-mer. Et donc là, ces organismes sont alimentés par les organismes de protection sociale. Donc ça, c'est d'une part, c'est ce à quoi on fait appel quand on fait appel au téléservice INSI. Et d'autre part, on a la base de données qui est utilisée pour générer les titres, qui est donc la base des TES, qui va être donc une saisie différente. Donc en fait, on comprend bien qu'on peut avoir des écarts parce que les saisies sont manuelles, donc il peut y avoir eu des erreurs qui sont faites soit sur la base du titre de la carte d'identité, par exemple, soit dans le RFI ou SNGI. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une discordance réellement? C'est donc quand il y a un écart entre l'identité du patient et l'identité retournée par l'INS, par l'INSI, enfin par le téléservice. Alors, il y a différents types de discordances. Donc là, c'est une citation du RNIV, donc la nouvelle version, le RNIV 1, qui indique quelles sont les discordances qui interdisent la récupération et la qualification de l'INS et quelles sont les discordances qui n'interdisent pas la récupération et la qualification de l'INS. Donc, il faut bien noter que tout écart sur le nom de naissance, le premier prénom de naissance, le sexe, la date de naissance, dans ce cas-là, on a interdiction absolue de récupérer ou de qualifier l'INS.
Donc, que ce soit une information qui soit différente ou que ce soit une information qui est absente. Parfois, on a des traits qui sont vides. Dans ce cas-là, on ne pourra pas non plus récupérer et qualifier l'INS. Par exemple, le téléservice renvoie un cog lieu de naissance vide ou ne renvoie pas date de naissance. Normalement, votre logiciel est censé refuser un tel retour et vous empêcher de récupérer cette INS. Mais si jamais il y a un problème dans votre logiciel et qu'il laisse passer cette information, vous n'avez pas le droit de la récupérer dans tous les cas. Il y a un point qui a été clairement marqué dans le RNIV, donc dans cette nouvelle version, qui était une recommandation avant, mais qui là est vraiment marqué noir sur blanc, c'est le fait que tout ce qui est différence liée à l'utilisation de tirets ou d'apostrophes à la place d'espace, donc vous avez par exemple Jean-Marie d'un côté et Jean espace Marie de l'autre, ça, le fait qu'il n'y ait pas le tiret, mais qu'il y ait un espace à la place, c'est pas considéré comme une discordance. On considère que la donnée est identique de part et d'autre. Et donc là, vous pourrez récupérer cette INS, cette donnée, et l'intégrer dans votre logiciel. Ça ne doit pas empêcher de qualifier l'identité. Alors, je fais un focus sur le premier prénom, parce qu'on a des difficultés avec certains éditeurs de logiciels ou même des mauvaises compréhensions au niveau du personnel qui qualifie les identités. Donc, je veux vraiment insister sur ce point-là. Ici, on a un exemple, on a une personne qui a comme nom Marie-Jeanne sur sa pièce d'identité, donc c'est ce qui a été saisi dans le logiciel. On fait appel au téléservice et on a comme retour Marie espace Jeanne. Donc, ce qu'on voit avec le RNIV, c'est qu'on a le droit d'accepter Marie espace Jeanne à la place de Marie-Jeanne. On va pouvoir qualifier l'identité. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que souvent, le logiciel, à ce moment-là, quand il y a ce retour-là, il va proposer comme premier prénom, au niveau du retour du téléservice, il va dire le premier prénom, c'est Marie. Parce qu'en fait, lui, il va prendre comme premier prénom tout ce qui est avant le premier espace de la liste des prénoms. Donc là, comme dans le téléservice, c'est Marie espace Jeanne, il va vous proposer par défaut, c'est une aide à la saisie, il va vous dire, je pense que le premier prénom, c'est Marie. Et donc là, c'est très important de comprendre qu'il ne vous dit pas que le premier prénom, c'est Marie. Lui, il n'en a aucune notion de cette notion de premier prénom. Et donc, ce premier prénom, il doit être à la main de l'usager. Vous devez pouvoir le corriger et saisir n'importe quel prénom qui correspond au début de la liste des prénoms. Et donc là, dans votre logiciel, vous devez pouvoir lui dire, non, en fait, mon premier prénom, c'est bien Marie-Jeanne et pas seulement Marie. Voilà. Pour information, au niveau de la pièce d'identité, pour rappel, le premier prénom, s'il y a une virgule au niveau du champ prénom, tout ce qui est avant le virgule, c'est considéré comme le premier prénom. Donc, s'il y a plusieurs prénoms avant la virgule, c'est l'ensemble de ces noms-là qui forment le premier prénom. S'il n'y a pas de virgule, il faut que vous demandiez à l'usager quel est son premier prénom pour définir s'il a un seul prénom ou s'il a un ensemble de prénoms en tant que premier prénom. Puisque un premier prénom n'est pas forcément séparé par un tiret. Voilà, donc ça c'était le focus que je voulais faire sur le premier prénom. Qui est important de savoir. Et donc, on se souvient bien, donc, au niveau des discordances, il y a des discordances qui sont interdites, on ne peut pas récupérer l'INS, il y a des discordances pour lesquelles on pourra accepter l'INS. On rentrera plus dans les détails par la suite. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces bases, elles ne vont pas se corriger toutes seules. Il va falloir qu'il y ait des demandes de correction qui peuvent être faites uniquement par l'usager. On n'a pas le droit au niveau des établissements de faire la demande pour l'usager. Dans certains cas, par exemple dans le cas d'EHPAD ou des choses comme ça, on pourra accompagner l'usager, mais en tout cas, ce n'est pas votre rôle initial. C'est vraiment une demande qui doit être faite par l'usager. Donc la première question à se poser, en tout cas, et qui peut être posée au niveau de l'accueil de l'usager quand on se rend compte qu'il y a une discordance, c'est si l'erreur vient de la pièce d'identité ou si c'est une erreur dans la base du téléservice. Puisqu'en fonction de l'endroit où il y a eu l'erreur, la demande de correction ne sera pas la même. Si l'erreur est sur la pièce d'identité, il faudra qu'il se tourne vers sa mairie ou vers son service d'état civil pour faire modifier ce trait-là, son papier, faire refaire sa carte. Par contre, quand c'est dans la base INSI, c'est donc une demande de correction qui peut être faite de manière différente. Soit l'usager est né en France. Dans ce cas-là, c'est très simple, c'est rapide. Il y a une démarche en ligne, donc je vous ai mis les liens. C'est un formulaire à remplir. Il faut soumettre avec son
acte de naissance, on indique quel est le trait qui est en erreur, de dire bah voilà, j'ai mon prénom qui n'est pas le bon au niveau du retour. Et donc tout ça en ligne, ça se fait et normalement la correction se fait en moins d'une semaine. Si la personne est vraiment réfractaire à l'usage informatique, je vous ai mis aussi un template de lettres qui peut être renseigné et imprimé, et du coup la demande peut être faite par courrier. C'est par commandé parce que forcément c'est plus long et voilà, c'est plus compliqué pour eux pour traiter, mais ça peut être une démarche qui est faisable. Pour les usagers qui sont nés à l'étranger ou qui sont nés à Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, là, la démarche va être plus longue, plus complexe. Il faut se rapprocher au niveau de sa caisse locale d'assurance. Donc, il faut trouver le bon interlocuteur. Ce n'est pas forcément évident déjà. Et surtout, la démarche va être beaucoup plus longue. On a des retours comme quoi ça prend plusieurs mois au niveau de la correction. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'au niveau de la discordance, enfin quand on se rend compte de la discordance, qu'il y ait une communication à l'usager qui soit faite pour lui indiquer quelle est l'erreur. C'est-à-dire que si vous savez dans votre logiciel, vous voyez tout de suite que la date de naissance elle est incorrecte, par exemple, bah, vous lui dites voilà, c'est sur votre date de naissance, vous êtes né à telle date, moi j'ai une date qui est celle-ci, et du coup il va pouvoir remplir ce papier facilement. S'il n'a pas le trait en erreur, il ne pourra pas aller jusqu'au bout du formulaire. Donc pour rappel, on est dans le cadre de l'identito-vigilance, donc je vais vous donner des astuces derrière, des explications, etc. Ce qui est important, c'est la base, c'est l'identito-vigilance, c'est de ne pas se tromper, de ne pas prendre un homonyme, de ne pas faire des collisions ou des doublons. Donc, il faut à chaque fois se poser la question, dans tous les cas, est-ce que c'est la même personne physique quand on a le retour du téléservice? Donc non, bah, bien entendu, on ne récupère pas. Si c'est la même personne physique, est-ce que c'est sur un trait qui est utilisé par la recherche? Donc, on a vu les traits stricts, le nom de naissance, premier prénom, date de naissance, sexe. Bon, bah là, ce sera complètement interdit. De la même façon, si c'est sur un trait qui est utilisé pour l'identification secondaire, si c'est un trait qui, dans vos procédures, vous voyez qu'en fait, ça posera problème à l'usage, bah, dans ce cas-là, c'est pareil, vous arrêtez, vous ne prenez pas la discordance. Et si du coup, vous n'êtes pas dans ces cas-là, que vous êtes dans un cas où vous dites bon, bah, la discordance est mineure et je peux l'accepter, il va falloir quand même réfléchir sur le fait qu'on l'accepte ou pas. Et donc, tout ce que je vous donne par la suite, c'est à faire en back-office. C'est-à-dire que ce ne sera pas au niveau du bureau des accueils, quand l'usager est là, dans la précipitation, avec les interruptions, avec voilà, la file d'attente de patients qui attendent de venir vous voir. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut le faire, c'est des personnes qui ont du temps à louer a posteriori, qui pourront faire ce travail, faire cette analyse et décider si oui ou non ils récupèrent l'INS. Donc, en pratique, il faudra avoir une copie de la pièce d'identité pour le travail en back-office. Donc, pour ce qui est des discordances, alors je vous ai remis, il y a une fiche pratique qui a été éditée par le Trois-Rives qui indique pas mal de situations en fait, où il y a des incohérences. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas? Il faut garder en tête dans tous les cas que les traits qui sont en provenance du téléservice INSI, ils vont écraser les traits locaux. C'est-à-dire que si vous acceptez un trait qui n'est pas tout à fait identique et qui vient du téléservice, ça va changer votre identité dans votre base locale. Donc voilà, il faut en avoir conscience. Vous verrez, dans certains cas, ça peut être gênant. Et du coup, il faut aussi moi, je vous donne des pistes. Vous n'êtes pas du tout obligé de les prendre toutes. L'idée, c'est vraiment de voir en fonction de son établissement, ça peut être du niveau de formation, de l'organisation, du type de public que vous avez, de savoir si c'est pertinent ou pas dans votre situation propre, d'écrire ces règles, de les partager, et voilà, que ce ne soit pas une personne qui, dans certains cas, accepte telle erreur et dans d'autres cas ne l'accepte pas. Et dans tous les cas, ce que je marque ici, c'est que ce n'est pas parce que vous acceptez avec un écart que vous n'avez pas le droit de demander aussi à l'usager de faire la correction. Puisqu'on voit dans la plupart des cas, c'est quand même assez simple, donc ne pas hésiter. Et c'est pareil, si vous avez besoin d'aide, s'il y a dans des situations où vous ne savez pas trancher, vous pouvez m'envoyer par messagerie sécurisée de santé les cas un peu complexes, qu'on les regarde ensemble. Donc, on va commencer sur les discordances qu'on peut, dans certains cas, accepter. Donc, c'est pareil, il y a une information qui a été rajoutée dans le RNIV version 2 sur les discordances donc, qui permettent de récupérer quand même l'INS si on le souhaite. Donc, une discordance portant sur la liste des prénoms, autre que le premier prénom,
où le COG du lieu de naissance peut, après analyse, autoriser la récupération et la qualification de l'INS. Donc le premier point, on va là se baser sur la discordance au niveau de la liste des prénoms. Il y a 2 cas possibles qui peuvent arriver. Soit il y a des prénoms manquants dans l'INS. Par exemple, la personne elle a 4 prénoms et l'INS n'en retourne que 3. Alors là, l'analyse, donc je ne vais pas vous donner une règle de il faut accepter ou il faut refuser, ça va dépendre des cas, ça va dépendre de ce que vous acceptez de faire dans votre établissement ou pas. Ça doit prendre en compte en tout cas le risque qui est lié à l'appauvrissement de l'identité. C'est-à-dire que ce que je vous expliquais, c'est que les traits du téléservice qui sont acceptés, ils vont écraser vos traits locaux. Donc si on accepte une identité avec moins de prénoms, forcément, on aura moins de prénoms à la fin. Donc, s'il y a des risques d'homonymie, si on est sur un nom de famille de naissance qui est très courant, et c'est pareil, on n'a plus qu'un seul prénom dans l'INS qui est un prénom courant, là, clairement, il faudra refuser de récupérer l'INS. Par contre, dans certains cas, voilà, on se dit il manque que le 4e prénom, c'est un nom de famille qui est vraiment complexe, c'est un patient qui aurait vraiment un intérêt à avoir une INS qualifiée parce qu'il a de nombreuses pathologies, il est suivi dans différentes structures et pour la peine, on va avoir besoin du partage de documents. C'est également, donc là, ça peut être intéressant de le récupérer. Et également, si on voit que c'est un patient pour lequel la demande de correction ne sera jamais faite, donc soit une personne très âgée, soit une personne qui est étrangère et qui aura des difficultés à faire cette démarche-là. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de prendre ces points-là, de regarder les positifs et les négatifs et de trancher. Pour les erreurs sur un prénom qui est autre que le premier prénom, donc par exemple une faute de frappe ou une lettre qui est modifiée, des choses comme ça, là c'est pareil, c'est pas tout blanc ou tout noir. Vous pouvez déjà, il faudra contrôler que l'ensemble des autres traits est complètement identique, que c'est bien la bonne personne, que le matricule INS correspond bien au numéro de sécurité sociale. Et après, en fonction de votre charte et des process que vous avez en cours dans l'établissement, vous pouvez décider de les accepter. Voilà. C'est en tout cas, c'est permis dans le RNIV. Le tout, c'est d'écrire et d'avoir des règles qui sont écrites. Ensuite, on a vu qu'il pouvait y avoir dans certains cas des discordances au niveau du COG qui n'étaient pas non plus bloquantes, donc pas forcément bloquantes, pour le retour du téléservice. Alors, donc là, on est dans un cas qui c'est un peu plus complexe, donc accrochez-vous. Vous aurez les slides de toute manière pour relire à tête reposée. C'est pareil, au niveau des COG, on a donc des bases qui sont différentes, hein, c'est toujours les mêmes. Il faut savoir que le code du lieu de naissance, il n'est pas saisi au même moment dans les différentes bases. Au niveau de la base, donc on va regarder le téléservice NSI, le code du lieu de naissance, c'est celui qui existait à la date de naissance de l'usager pour une personne qui est née en France ou à la date d'immatriculation de l'usager, donc à la date d'immatriculation à la sécurité sociale pour quelqu'un qui serait né à l'étranger. Du côté de la base où il y a les cartes d'identité, c'est le code du lieu de naissance qui est au moment de la production du titre d'identité. Donc, en fonction de quand vous refaites votre papier, vous n'avez pas forcément le même COG du lieu de naissance, puisque il y a des créations de communes chaque année, il y a des fusions de communes, il y a des modifications de départements, et donc au cours du temps, les codes communes ne sont pas forcément systématiquement les mêmes. Donc, ce qui est important, ça a été précisé dans le RNIV2, c'est que normalement, maintenant, les systèmes d'information doivent accepter des COG qui sont retournés par le téléservice, même si le logiciel ne les connaît pas. Parce qu'en fait, on a des COG qui sont retournés par le téléservice qui sont un peu différents. Vous allez voir, on a des exemples après. Et du coup, votre logiciel ne saura pas forcément vous dire, bah voilà, ce COG correspond à tel pays ou telle ville, mais il est censé quand même accepter le COG et vous permettre de récupérer une identité si vous trouvez une logique à ce COG-là. Je vous ai mis des liens vers des ressources. En fait, il y a l'INSEE publie les évolutions des COG communes et des COG des pays également qui a été rajouté là en fin d'année 2024. Et donc, du coup, ça peut vous permettre d'étudier pour certains cas, de se dire, bah, attendez, moi, j'ai tel COG qui m'est renvoyé. Est-ce que ça correspond bien au pays de naissance à un moment donné de cet usager ou pas, ou des villes de naissance. Donc, je vais vous donner 2 exemples sur ce qu'on peut avoir sur des usagers. Donc là, c'est un usager qui est né en France. Donc là, j'ai pris un usager qui serait né en France à Puteaux en 1960. Donc, au niveau de l'INSI, on va avoir le COG existant à la naissance de l'usager.
Donc, c'était le COG 75062, puisqu'à l'époque, c'était dans le département 75. Mais par contre, sur la pièce d'identité, il vient de la faire refaire et actuellement, le COG de Puteaux, c'est 92062. Donc, en fait, quand vous allez faire votre saisie dans votre logiciel, en fonction de l'évolution de vos logiciels, vous pourrez avoir soit plutôt 92062, soit il aura pris la date de naissance, enfin le COG au moment de la date de naissance. Dans ce cas-là, vous aurez bien le 75062. Mais en tout cas, si vous avez comme traduction dans votre gamme le 92062, ou, parce que c'est le COG actuel de Puteaux, il ne doit pas vous empêcher de récupérer l'INS du patient qui renvoie un COG à 75062, puisque vous, dans la liste des codes communes, vous pourrez voir dans l'évolution que en fait, ça correspond à la même chose, c'était plutôt en 1960 ou plutôt de nos jours. En tout cas, le fait qu'il y ait ces discordances au niveau des COG, ça a incité à écrire une règle qui est que dans le premier temps, quand on a des difficultés comme ça, on fait l'appel sans le COG de naissance. Parce que si vous faites un appel avec le COG de naissance qui est faux, le téléservice ne va pas vous renvoyer l'identité avec le COG différent. Donc voilà. Donc là, sur ces cas-là, c'est toujours un peu compliqué. Il faut regarder l'évolution des codes communes. Donc voilà, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à revenir vers moi sur ces cas-là. Vous n'êtes pas obligé de les accepter, mais c'est vrai que ça peut résoudre quand même pas mal de problèmes. Alors, vous avez le cas encore plus compliqué. Je vais passer assez vite parce que je vois l'heure tourne, je parle beaucoup. Au niveau des usagers nés à l'étranger. Alors, c'est à peu près le même principe, sauf que ce n'est pas la date au niveau de la date de naissance, ce n'est pas le COG au niveau de la date de naissance, c'est au niveau de la date d'immatriculation. Donc, ça va dépendre du moment où l'usager il vient et il est immatriculé en France. Donc là, moi, j'avais pris un exemple d'une personne qui était née à Mitrovica en 1960 et qui est immatriculée en 2000, sachant qu'il y a eu l'indépendance du Kosovo en 2008. Donc en fait, vous verrez, on a des COG qui sont différents entre, ça va être attaché soit au Kosovo, soit à la Serbie. Et donc là encore, l'écart, quand on l'étudie, peut s'expliquer et donc peut vous permettre de récupérer l'INS, même si c'était différent de la saisie initiale. Il y a encore un cas qui est un peu compliqué sur les COG, c'est les codes d'extension. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose? Les codes d'extension, c'est à l'intérieur du matricule INS, vous avez normalement le code INSEE du lieu de naissance. Dans certains cas, on pourrait avoir des matricules qui sont identiques entre deux personnes. S'il y a eu énormément de dates de naissance dans la même commune pour le même mois et pour la même année, ou alors, si on a eu une personne qui est centenaire et on a un nouveau-né qui naît au même endroit, on pourrait avoir des matricules identiques. Et donc, pour empêcher ça, on utilise à la place du COG à l'intérieur de ce matricule, au lieu du COG de la ville de naissance, on va mettre un code d'extension. Où il y a des tables en fait, qui disent que telle ville, elle a comme COG telle valeur et tel code d'extension possible. Et donc, normalement, ce code d'extension, il est visible que dans le matricule. Et dans le retour du téléservice, au niveau du code de naissance, vous devriez avoir le COG de la ville de naissance et pas le code d'extension. Mais quand la base a été créée, il y a eu des erreurs de saisie. Donc, dans certains cas, au niveau du COG de retour, du lieu de naissance, vous n'aurez pas le COG de la ville, mais un code d'extension. Donc voilà, là c'est pareil, on a un fichier de code d'extension qui a été fourni par la CNAV, donc qui n'est pas exhaustif, mais qui peut vous permettre de regarder dans certains cas, j'ai un COG un peu bizarre qui ne correspond pas à une ville et de voir si effectivement c'est un code d'extension de la ville de naissance du patient. Et dans ce cas-là, vous pouvez récupérer l'INS sans souci. Voilà, donc là on a passé la partie compliquée sur les codes d'extension. On a maintenant les petites astuces magiques de quand il n'y a aucune identité ou plusieurs identités trouvées, ou même quand il y a des identités qui ne sont pas les bonnes. Alors pour comprendre ça, il faut que je vous présente rapidement ce schéma-là, qui est le fonctionnement des différentes bases. En fait, lorsque donc, vous avez les populations des bases qui sont faites de part et d'autre, donc soit pour les personnes qui sont nées en France par le RNIPP qui arrive dans le SNGI, soit pour les personnes qui sont immatriculées en France mais qui ne sont pas nées en France, qui arrivent par le SNGI. Les identités descendent dans différentes bases et au final, on a toutes les identités dans le SNGI et dans le RFI, on aura l'identité des patients qui sont immatriculés au régime général.
On n'aura pas, comme je vous disais tout à l'heure, ceux de la MGN ou du MSA qui restent dans le SNGI. Et en même temps, dans la CNAM, c'était une base qui a été, enfin dans la RFI, pardon, c'est une base qui a été créée par l'agrégation de différentes bases. Donc on va avoir aussi des matricules qui ne commencent pas par 1 et 2, qui ne sont pas des matricules INS, mais on va avoir des doublons d'identité. En gros, dans cette base-là, on peut avoir des erreurs sur les identités, des doublons, etc. Quand on fait un appel au téléservice par trait, de base, il fait appel au RFI en première intention. Donc, il regarde dans la base du bas, il regarde s'il retrouve l'identité en faisant une recherche stricte, c'est-à-dire qu'il va remonter uniquement des identités qui ont le même nom, le même prénom, même date de naissance, etc. Et s'il ne trouve rien, il va aller interroger le SNGI. Et dans le SNGI, la recherche, ce n'est pas une recherche stricte, c'est une recherche floue. C'est-à-dire qu'elle va chercher une identité qui a à peu près le même prénom, même nom de naissance, même date de naissance, etc. Mais s'il y a un petit écart, il va quand même trouver l'identité. Vous allez voir, on s'en sert après pour détourner un peu le système. Ce qu'il faut bien noter, c'est que là, c'est quand vous faites un appel au téléservice par trait. Si vous faites un appel au téléservice via la carte vitale, comme il y a dedans les informations du régime d'assurance sociale, vous aurez directement, vous ferez appel directement à la bonne base. Ce qui explique aussi que dans certains cas, vous retrouvez les identités via l'appel par carte vitale, alors que vous ne la retrouvez pas via appel par trait. Donc les cas, quand vous avez retour d'identité multiple, il y a différentes choses qui peuvent être faites. Déjà, il faut vérifier que vous avez bien mis l'ensemble des prénoms de naissance, que vous avez précisé le lieu de naissance, puisque je vous ai dit que dans un premier temps, on préférait faire l'appel sans le code de naissance. Là, comme on a des identités multiples, on va le renseigner. Et en dernier recours, on va faire une faute dans le prénom. Donc, je précise, cette faute-là, on peut le faire que si au moment de l'appel au téléservice, vous avez une petite pop-up spécifique qui vous permet de définir les traits avec lesquels vous voulez faire appel au téléservice. Vous n'allez pas modifier votre identité dans votre gamme de base, parce que sinon ça va se propager de partout, vous allez modifier votre identité, c'est quand même vraiment pas terrible. C'est si votre logiciel vous permet d'avoir une petite pop-up au niveau de l'appel en disant, bah voilà, en fait, je ne vais pas appeler avec le prénom, mais avec le prénom où je rajoute un X. Comme l'appel dans le RFI, c'est que des traits stricts, que sur les traits stricts, il va du coup complètement chanter, il ne trouvera pas de retour dans le RFI, donc il ira chercher dans le SNGI. Et dans le SNGI, on a moins de doublons, on a moins d'identités, et donc la plupart du temps, en fait, quand on fait ça, on retrouve la bonne identité. Comme il fait une recherche approchante, en fait, il va dire j'ai bien le prénom qui correspond à peu près, puisqu'il aura le prénom sans le X. Voilà, donc ça c'est l'astuce à connaître, à pratiquer ou pas, mais en tout cas vraiment back-office, surtout pas à l'accueil, mais en pratique ça marche très très bien. Et quand vous avez le cas inverse, donc aucune identité, donc c'est pareil, il faut vérifier les traits qui ont été utilisés pour l'interrogation du téléservice. Là, vous pouvez, s'il était renseigné avant, supprimer le lieu de naissance. S'il n'était pas renseigné, je vous conseille de le renseigner, parce qu'en fait, parfois, on a un retour aucune identité, alors qu'en fait, c'est parce qu'il a trop d'identités et qu'il ne s'en sort pas. Vous pouvez aussi supprimer les tirets dans les prénoms et les noms composés, parce que dans ce cas-là, ça permet comme on sait que l'écart entre l'identité, s'il y a ou pas le tiret, on considère que ce n'est pas une discordance. Parfois, faire la recherche directement en supprimant les tirets ou les apostrophes, ça peut permettre d'avoir un retour unique. De la même façon, vous pouvez rajouter un X à la fin du prénom pour forcer l'appel au SNGI. Ça marche encore très bien. On a une autre astuce que je vous propose d'utiliser qui est assez bien. C'est quand il n'y a pas d'identité qui est retournée, c'est de chercher via le portail du CDRI, donc les droits à la sécurité sociale, de chercher votre patient dans cette base, parce que là, la recherche se fait de manière stricte, mais sur moins de traits, puisque vous avez besoin de mettre juste le nom et le prénom. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre la date de naissance. Ou alors, vous pouvez saisir directement le matricule, le numéro de sécurité sociale si vous l'avez. Et ça peut vous permettre de retrouver votre patient.
et de déterminer quelle est la discordance qui existe dans la base INSEE. Donc, si vous voyez qu'il y a une erreur sur la date de naissance, ben voilà, vous pouvez dire à votre patient, ben, en fait, il y a une erreur, je ne vous retrouve pas à cause de ça, donc il faut que vous fassiez corriger votre date de naissance. Alors, l'astuce autre, c'est que vous pouvez aussi chercher avec le nom d'épouse à la place du nom de naissance. Voilà, ça marche pour les retrouver ici. Bon, par contre, il faut bien s'assurer, être très rigoureux, il faut s'assurer qu'il s'agit bien du bon patient. Et voilà, après, ça peut vous permettre du coup de trouver des informations pour récupérer cette identité. Alors là, je vous ai mis un exemple d'un cas où c'est très rare, mais parfois, quand on fait appel au téléservice, on a une mauvaise identité. On a une identité qui correspond à une autre personne. Là encore, faire une faute volontairement dans le prénom peut permettre de retrouver la bonne identité. Donc là, on a un cas, vous verrez, c'est un cas qui est extrait d'un webinaire, dont je vais vous donner les références juste après, qui est fait par le 3RIV, donc le réseau des référents d'identité-vigilance, du coup, j'ai vraiment repris la slide parce que je la trouvais vraiment intéressante. On voit en fait que la personne, on a saisi son identité dans la base, enfin dans la gamme. On fait appel au téléservice et lui, dans le RFI, il trouve une identité unique qui est en fait une identité d'un homonyme. Mais comme il a trouvé une identité unique dans le RFI, il ne va pas se demander s'il y a une identité autre dans le SNGI. En fait, il fait vraiment un premier appel dans le RFI et s'il trouve une identité unique, c'est celle-là qu'il va donner. Alors qu'en fait, cette personne, là, dans son cas, elle était immatriculée à la MGEN et donc elle n'était pas dans le RFI, elle était seulement dans le SNGI. Donc en fait, son identité, on ne pouvait jamais la retrouver. Et en faisant l'erreur de rajouter le X à la fin du prénom, du coup, la recherche stricte dans le RFI ne donne plus de retour. Et dans ce cas-là, le téléservice va faire appel à la base SNGI et va retrouver la patiente. Voilà, donc ça peut être une astuce à faire aussi dans un cas où l'identité, elle est incorrecte. Dans tous les cas, pour ces cas-là, c'est important d'alerter, envoyez-moi un message, prévenez aussi votre patient qu'il y a enfin voilà, il faut remonter cette anomalie, il faut que ce soit remonté au niveau national, qu'on a des fonctionnements qui sont pas acceptables au niveau du téléservice. Bon, donc c'est très très rare, mais voilà, si on les a, qu'on ait les exemples, on peut les remonter et faire évoluer ce mode de fonctionnement. Voilà, j'arrive au bout. Donc les demandes d'appui, je vous ai remis le slide habituel, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis. N'hésitez pas à contacter votre éditeur de logiciel si vous voyez des choses qui ne sont pas conformes avec ce que je vous ai dit. Et donc, pour aller plus loin, moi, je vous conseille vraiment d'aller les regarder. C'est les 2 webinaires qui ont été faits par le 3RIV, qui ont été faits en 2 parties, donc du 7 au 14 novembre. Parce que là, je vous ai donné beaucoup d'informations, mais j'avais un temps très contraint. Là, les webinaires, ils doivent faire 1h45, je pense, chacun, sur chacune des parties. Et surtout, il y a des quiz, donc en fait, des mises en situation de, voilà, est-ce que vous accepteriez la récupération ou pas? Et du coup, ça permet de digérer un peu mieux toutes les informations que je vous ai données. Voilà, et au niveau des ressources, je vous ai remis le lien habituel avec les différentes ressources. Et je n'ai pas du tout regardé ce que vous avez mis comme question dans les conversations, donc je vais remonter et vous dire tout ça. Oui, donc effectivement, je donnerais bien un récap du webinaire. Vous aurez le replay. Oui, je vous avais mis la dernière fois les PDF, donc oui, je ferai ça. Alors, les cartes d'identité. Attendez, parce que je n'ai pas toutes les questions, je crois. Ah oui, donc vous disiez que vous aviez fait des demandes de correction aux usagers et que globalement, ils ne voulaient pas faire la démarche. Oui, on a un problème effectivement de communication à ce niveau-là. On essaye de voir aussi comment on peut communiquer au niveau plus national pour avoir une prise en compte, une connaissance de ces sujets-là par les usagers. Donc effectivement, ça peut être compliqué. Les cartes d'identité ne contiennent que le nom actuel de la commune sans même notion du département. Oui, effectivement, c'est une difficulté qu'on a sur les nouvelles cartes. On n'a pas forcément le département, donc effectivement, c'est important de demander à l'usager pour ne pas se tromper de commune. Effectivement, du coup, vous aurez le nom de la commune. Et donc, en fonction de comment l'interprète votre logiciel, vous aurez ces discordances de COG potentielles avec le retour du téléservice, dans tous les cas.
Alors, les différences de date de naissance. Ah oui, alors les dates de naissance, si c'est une date de naissance qui est inconnue, d'après le RNIV, vous devez saisir, donc si c'est le jour et le mois qui sont inconnus, vous devez saisir le 31 décembre. Si c'est une date inconnue, mais uniquement pour le jour, ça va être le 1er du mois. Et si c'est uniquement le mois qui est inconnu, c'est le mois de janvier qu'il faut saisir. Par contre, si c'est le jour et le mois qui sont inconnus, c'est le 31 décembre. Donc normalement, au niveau du téléservice INSEE, c'est les mêmes règles qui sont appliquées, donc qui sont vous êtes censé avoir un retour du 31/12 également. Alors, dans le cas d'un appel au téléservice, si le retour est une identité non homonyme qui ne correspond pas au trait saisi, alors, le logiciel n'est pas tenu de refuser le retour s'il est en discordance. Par contre, il est tenu de vous indiquer la discordance. Donc, ça doit être affiché en rouge ou surligné. Ou, voilà. Après, c'est à vous de faire d'accepter ou refuser la récupération de l'INS. Après, je ne connais pas forcément tous les logiciels au niveau du visuel de ce que ça donne, mais je sais que dans certains logiciels, ça refuse automatiquement si le nom de naissance est différent, si la date de naissance est différente. Voilà, sur les traits vraiment importants, ça va être bloqué. Par contre, il faut quand même que vous ayez la main, par exemple sur le COG, s'il est différent, vous pouvez accepter ou pas de le récupérer. Alors, sur la partie décryptage des titres de séjour, etc., il y a eu le webinaire de la dernière fois qui était fait, plus les fiches pratiques que je vous avais envoyées. Donc là, je ne répondrai pas sur celui-là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Sinon, je vous recontacterai par mail pour ce cas-là. Oui, alors je vois que vous demandiez si c'est possible d'avoir le webinaire par mail. Dans le lien que je vous envoie, je vous renvoie tout l'historique des webinaires d'avant, donc vous aurez tout. Alors, la durée de validité de la carte d'identité qui est scannée. Alors, en fait, normalement, je fais juste une aparté, c'est pas vraiment lié à ce webinaire, mais dans la carte d'identité, vous n'avez pas le droit de la conserver plus de 5 ans dans votre base, dans votre logiciel. En fait, c'est la demande de la CNIL. Ça a été rajouté dans le RNIV version 2. C'est préconisé de ne pas dépasser 3 ans, mais en tout cas, dans tous les cas, au bout de 5 ans, ça doit être supprimé. Donc effectivement, si vous voulez la reprendre, il faudra la supprimer et la rescanner à une nouvelle venue. Donc quand il n'y a aucun retour, j'ai les petites astuces là, sinon n'hésitez pas à m'envoyer sur des cas particuliers. Et oui, la carte d'identité périmée permet de valider l'INS, il n'y a aucun souci, c'est accepté. Ça, vous le verrez l'information dans la pièce d'identité, dans le webinaire 2. Et donc sur la date de naissance, vous me redemandiez sur le 1er janvier sur la carte d'identité et que l'INSI c'est le 31 décembre. Si sur la pièce, si le patient vous dit qu'il est né à une date inconnue, donc du coup vous noterez le 31 décembre et pas le 1er janvier. Par contre, il faut bien s'assurer que ce soit une date de naissance inconnue et pas vraiment le 1er janvier. S'il est né le 1er janvier, il faut que le retour du téléservice soit au 1er janvier. Alors du coup, pour les résidents d'EHPAD, c'est la même chose, hein, pour la sauvegarde des pièces d'identité, c'est vraiment... Ah, vous mettez le doute sur la conservation de la durée de la pièce d'identité. Je vérifierai du coup, parce qu'effectivement, vous notez que c'est sur la dernière venue du patient. J'en suis pas persuadée, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, dans le mail de récapitulatif du webinaire, je vous donnerai les informations sur la pièce d'identité scannée depuis plus de 5 ans en fonction de la dernière venue ou pas. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Et pour les patients portugais, c'était quoi votre question sur les patients portugais? C'était par rapport à la carte d'identité périmée? En fait, la pièce d'identité périmée est valide. La pièce d'identité périmée, quand elle est acceptée en tant que pièce d'identité, il n'y a pas de souci. Vous pouvez la prendre. Ah oui, alors donc ça, c'est vraiment en lien avec le nom et prénom des patients portugais. C'est en lien avec le webinaire 2, dans lequel il y avait pas mal d'informations. Il y a une fiche pratique avec pas mal de décryptage de pièces d'identité ou passeports de pays étrangers. Donc ça, vous retrouvez les informations dans le webinaire numéro 2. Voilà, je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. On a déjà pas mal débordé.
Donc, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues, me recontacter en direct. Je prendrai le temps d'y répondre et je vous enverrai du coup le replay et les documents d'ici la fin de la semaine prochaine, je pense. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Très bon après-midi à tous et à très bientôt. Au revoir.